Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir nombreux parmi nous pour ce temps d'ouverture du Printemps des cités éducatives. Les tables rondes qui vous sont proposées aujourd'hui ont pour objectif de mettre en lumière la parole des acteurs de terrain sur des enjeux essentiels favorisant l'appréhension de la démarche partenariale des cités éducatives. Je vous souhaite donc la bienvenue sur notre table ronde Convergence des dispositifs politiques de la ville, qui sera animée par Frédéric Bourtoumieux, coordinateur national des cités éducatives et directeur du programme éducation petite enfance à l'ANCT, et qui accueillera à ses côtés donc 3 acteurs des cités éducatives. Pour ma part, donc je suis Diana Bendoy, chargée de projet cité éducative à l'ANCT, et je serai là pour la durée de nos échanges. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la table ronde. Un temps sera dédié pour y répondre après les interventions. À noter que vous pourrez retrouver le replay de cette table ronde ainsi que ceux des autres événements sur la plateforme du printemps des cités éducatives. Je vous souhaite donc une agréable séance et laisse la parole à Frédéric Bourtoumieux pour le tour de table virtuel. Bonjour à toutes et tous, merci Dienaba de nous accompagner dans cette table ronde. Alors pour être rapide, je vais proposer déjà dans un premier temps à l'ensemble des participants, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté de venir témoigner et de lancer un peu les discussions sur ce sujet de la convergence des dispositifs de la politique de la ville dans le cadre des cités éducatives. Je vais leur proposer de se présenter. Donc d'abord Florence Lefebvre. Bonjour à tous, Florence Lefebvre, responsable du programme de réussite éducative à la ville de Boulogne-sur-Mer depuis 2006 et coordinatrice des cités éducatives à la même ville de Boulogne-sur-Mer depuis 2019 et également présidente de l'Association nationale des acteurs de la réussite éducative. Merci Florence Lefebvre. Je passe la parole à Annelise Grancier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être présente pour discuter avec vous des cités éducatives. Donc, je suis déléguée du préfet sur la ville de Tourcoing et auparavant, j'étais plusieurs années déléguée du préfet sur la ville de Lille. Donc deux expériences de cité éducative, ça va être riche de témoignages. Et enfin, je passe la parole à Sami Mamlouk. Bonjour à toutes et tous, donc Sami Mamlouk à la mairie de Trappes donc depuis 2005. Je suis responsable d'un service qui vient d'être créé qui s'appelle Ville Apprenante et qui intègre le projet éducatif de territoire, la cité éducative et la réussite éducative. Merci Sami Mamlouk. Donc je vais peut-être en démarrant recontextualiser un peu le sujet de cette table ronde et après je repasserai la parole à ces trois intervenants qui ont accepté de venir nous dire un petit peu quelle est de leur expérience, comment ils traduisent éventuellement, enfin en tout cas en acte, cette promesse de la convergence éventuelle des dispositifs de la politique de la ville dans les cités éducatives. Ce que je voulais dire peut-être en préambule, c'est comme chacun le sait, les cités éducatives qui interviennent dans les quartiers prioritaires de la ville et dans les zones d'éducation prioritaire sont souvent des territoires qui sont féconds, on va dire, en politique publique et en dispositifs divers et variés. Et l'ensemble de ces dispositifs qui s'appliquent depuis des années n'est pas sans amener de la complexité et de l'empilement, on va dire, dans les dispositifs. Il n'est pas rare qu'on parle, quand on parle de la politique de la ville et des territoires en politique de la ville, il n'est pas rare qu'on parle de logique de silo avec des politiques publiques qui cohabitent mais qui ne convergent pas toujours, de logique également de sédimentation des politiques publiques. Et finalement, cette multiplication des intervenants, des politiques publiques, des dispositifs amène, comme je le disais, de la complexité, parfois de la difficulté à être lisible pour les populations et pour les bénéficiaires cibles, mais également du non-recours. Une des promesses de la cité éducative, elles sont nombreuses, mais une des promesses de la cité éducative que nous souhaitons qu'elle ne soit pas prise comme un dispositif de plus dans la politique de la ville, c'est plutôt de figurer comme une démarche ensemblière ou une démarche globalisante, comme certains autres la qualifient, une démarche globalisante qui vise à simplifier les politiques publiques sur les territoires, à les mettre en cohérence et peut-être aussi à chercher une certaine forme de synergie dans ces politiques publiques. D'abord, voir comme je le disais, les cohérences, les convergences entre les politiques publiques, afin d'amener de la simplification, voire éventuellement d'une meilleure lisibilité. Donc la démarche de la cité éducative, c'est avant tout, comme je le dis souvent, une mise en cohérence des politiques publiques sur le territoire. Donc ça, c'est la promesse initiale, mais on sait que
c'est pas simple et que toute cette complexité, toutes ces politiques publiques qui préexistent sont difficiles après en mettre en cohérence à la fois sur le champ de la gouvernance, puisque ce sont des politiques publiques qui souvent bénéficient de leur propre comité de pilotage, de leur propre logique d'intervention, parfois de leur propre territoire, et que cette idée ou cette ambition de mettre en cohérence les politiques publiques à l'échelle d'un territoire est une certaine gageure finalement. Donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, et on a pour ça 3 acteurs qui vont essayer de témoigner de leur expérience, c'est est-ce que la cité éducative véritablement est un facteur de simplification ou si finalement, pour le moment, après 1 an de mise en œuvre, puisqu'il reste encore quelques années de mise en œuvre, elle n'a pas encore, ou en tout cas elle ne porte pas encore cette logique de cohérence que j'explicitais par avant. Donc sans plus tarder, je vais poser peut-être la première question à Florence Lefebvre. Donc de votre expérience, notamment alors en tant que coordinatrice, vous l'indiquez, vous êtes coordinatrice précédemment du programme de réussite éducative. Aujourd'hui, vous êtes coordinatrice également de la cité éducative. J'imagine que sur votre territoire, donc d'abord il y a un programme de réussite éducative, mais il y a des politiques publiques telles que les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, les cordées de la réussite, les contrats de ville et leur volet éducation. Donc finalement, est-ce que vous pouvez nous dire de là où vous parlez, comment vous avez essayé concrètement de réaliser cette promesse de la mise en cohérence des dispositifs un peu plus anciens de la politique de la ville au travers de la cité éducative? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appréhendé depuis le début de la mise en œuvre de cette cité éducative? Est-ce que vous y parvenez? Et quelles sont éventuellement les difficultés que vous avez rencontrées pour ce faire? Alors c'est vrai que notre entrée, nous, dans le cadre de la cité éducative, s'est fait plus particulièrement parce qu'il y avait le dispositif de réussite éducative qui était vraiment très présent sur le territoire depuis 2006, puisque la réussite éducative permet un travail en transversalité avec l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire. Nous avions vraiment une très bonne coopération et pour l'ensemble des acteurs locaux, la cité éducative a paru comme une évidence. Il a été dit par les élus en charge du dispositif qu'on semblait prêt à rentrer dans ce dispositif de cité éducative qui est d'ailleurs aussi un processus. Avant d'être un dispositif, c'est un système pas seulement financier, mais un système de synergie des volontés et des potentialités du territoire dans le domaine éducatif à mettre en place. Alors c'est vrai aussi que la cité éducative, pour certains territoires, n'ont pas été associés. La réussite éducative n'est pas toujours dans le pilotage des cités éducatives, mais pour notre cas, nous avons justement été aux manœuvres. Nous avons pu contribuer à la mise en place du diagnostic puisque nous ne partons pas de rien, puisque nous avions travaillé sur les besoins des enfants et des familles dans les quartiers depuis plus de 15 ans, tout ça en bonne relation avec l'éducation prioritaire, puisque sur le territoire de Boulogne, nous avons à la fois une REP plus et une REP. Et cela a permis vraiment d'avancer sur le diagnostic, mais aussi de travailler aussi des actions en particulier, comme vous l'avez dit en début de réunion, sur le classe. Le fait d'avoir maintenant la cité éducative, ça nous permet aussi de regarder d'une autre manière les dispositifs qui sont en place et aussi de les revisiter. Puisque la cité éducative, c'est un processus qui va nous permettre aussi de gagner du temps sur l'organisation de toutes les mesures et tous les dispositifs politiques de la ville qui sont sur le territoire. Donc, nous sommes en train de revisiter le CLAS et notamment dans son suivi et son comité de pilotage, notamment vis-à-vis de l'action en destination des familles et des parents, de regarder exactement comment le CLAS peut vraiment correspondre aux besoins des enfants et des familles. Cela nous permet vraiment de revisiter les choses. On fait exactement la même chose avec le stage de troisième où nous avons travaillé sur le stage de troisième et là nous sommes en réflexion. Alors, il semblerait que nous ayons perdu Florent Lefebvre qui nous expliquait
la manière dont ils avaient procédé sur Boulogne-sur-Mer en partant d'abord du PRE. Donc on sent bien la cohérence recherchée par les cités éducatives. Elle passe d'abord par d'abord l'impulsion qui vient du PRE et donc la suite qui est prise du programme de réussite éducative. Alors je vais, avant qu'elle ne reprenne la parole, peut-être et sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Mamlouk. Alors vous disiez que vous expliquiez que vous étiez en charge d'une nouvelle approche, on va dire, la ville apprenante à Trappes. Je crois que vous avez aussi, vous êtes sur un territoire où depuis des années, il y a des politiques éducatives qui se mettent en place, notamment le programme de réussite éducative, le PEL. Et donc, vous avez, de la même manière que Florence Lefebvre, est-ce que vous Oui. pouvez nous expliquer un peu comment vous avez pu appréhender cette approche de mise en cohérence de la cité éducative? Alors, Florence Lefebvre, juste pour vous expliquer, vous avez été coupée, donc je reviendrai à vous peut-être après. Du coup, j'en ai profité pour D'accord. passer la parole à Oui, Monsieur Mablouk. Donc, pardonnez-moi. pas de souci. Voilà, effectivement, Trappes, c'est une ville riche déjà de ses habitants, hein, avant tout, également d'une action publique extrêmement forte qui s'est développée. La question de la convergence ou de l'articulation des dispositifs, on se l'est posé dès 2005-2006, quand j'étais recruté sur un dispositif de veille éducative, et puis tout de suite après a eu lieu la réussite éducative. Très vite, la question s'est posée, hein, il y a eu pas mal d'ailleurs de tables rondes à ce sujet-là. Et assez rapidement, on s'est aperçu que aborder des situations individuelles de manière partenariale, finalement, ne nécessitait pas d'avoir de dispositifs. Et je crois que dans pas mal de territoires, les dispositifs de veille éducative se sont transformés ou ont disparu. La manière dont on a procédé à Trappes, ça a été de commencer par inventorier ce qui se fait de réel sur le terrain, c'est-à-dire auprès de chaque acteur qui soit dans le champ de compétences du département, la PMI, les enseignants, les acteurs de la santé, etc. Que font-ils? Quel travail est fait concrètement sur le terrain? À quels enjeux ils sont confrontés? Et petit à petit, comme ça, faire ce recensement qui va devenir thématique, qui va permettre du coup d'avoir une lecture, comme vous le disiez tout à l'heure, sur des éléments qui peuvent ne pas parler pour les publics. En classe, on parle de PRIGE, on parle de réussite éducative. Ça, c'est pas l'action publique du point de vue des publics, des habitants, des parents, des jeunes. Donc le travail qu'on a fait, il a consisté vraiment d'abord, avant tout, à quelque part mettre de côté les dispositifs. Pour bien les faire converger, pour bien les articuler, il faut commencer par les mettre de côté. En tout cas, c'est l'expérience qu'on en a et peut-être des pistes de réflexion que je souhaite partager pour identifier quels sont les enjeux du point de vue des habitants qui vont parler aussi aux professionnels, parce que les dispositifs, ça peut perdre aussi les professionnels de terrain. Et sur la base de cet élément, on a amené les élus à se dire, voilà, il y a un territoire qui est extrêmement riche, il y aurait intérêt à mettre en place un projet éducatif de territoire qui partirait de la petite enfance jusqu'à la vie active et qui, comme ça, permettrait à chaque acteur sur le territoire de se retrouver, de pouvoir s'identifier dans cet écosystème qui est vraiment pensé, les enjeux de service public sont pensés du point de vue des publics. Et on a commencé après, notamment au moment de la réforme des rythmes scolaires, donc sur 2014, à lancer un projet éducatif, donc très large, et à se saisir de la nécessité de définir des emplois du temps, de définir des contenus d'activité, à commencer à travailler par ateliers, ce qu'on a appelé progressivement les ateliers d'intelligence collective, c'est-à-dire de mettre autour de la table des parents, des enfants, des professionnels, pour réfléchir ensemble à la manière au mieux de faire exister l'action publique pour transcender les dispositifs, pour transcender les logiques de métier, les logiques institutionnelles. Je ne saurais trop vous recommander de mener une formation, de vous former aux enjeux de la gouvernance territoriale. Il y en a une qui a été établie par le CNFPT en lien avec Pierre Calam, le président de la Fondation pour le progrès de l'homme, sur un site qui s'appelle Citego, CITEGO. Cette formation sur la gouvernance territoriale amène un fond de réflexion qui me semble impératif avant de penser dispositif, c'est-à-dire d'avoir des éléments de réflexion sur, au fond, qu'est-ce que la gouvernance territoriale, les relations entre les échelons,
le fait d'aller voir ce qui se fait ailleurs, le fait de penser le territoire comme un support éducatif d'une grande richesse. Quand est arrivée la cité éducative, donc on a démarré les projets éducatifs en 2014, donc forcément 5 ans après, on avait un programme qui avait largement avancé, qui s'était affiné avec des... Alors ça n'avait pas été tout repos, hein, loin s'en faut, et beaucoup de difficultés dans la coopération, qui d'ailleurs nous a amené à penser comme prioritaire dans le premier PEDT de mettre la coopération comme priorité entre les acteurs, parce qu'on s'aperçoit effectivement que nombreux sont ceux qui poursuivent les mêmes objectifs, mais chacun dans leur coin, avec du coup un manque de synergie, voire des impressions de concurrence, de conflits de légitimité, des conflits professionnels qui vont complètement au détriment des objectifs poursuivis. Et l'approche par atelier, donc du coup de mettre autour de la table les différentes parties prenantes concernées par un sujet, le sujet de la santé, le sujet de la lecture, à voir en fonction des territoires, ça donne finalement une lecture au bon endroit, je dirais, c'est-à-dire pas du tout penser du point de vue de l'institution, penser du point de vue du professionnel, penser du point de vue du dispositif. Aujourd'hui, alors ça a été quand la cité éducative s'est mise en place, au départ, ça a été un petit peu compliqué, un peu long de se caler, parce qu'avec un programme qui se présente souple, dans l'idée, mais il y a quand même ces contraintes de calendrier, ces contraintes de rendu administratif, etc., qui pour le coup ne le sont pas et sont les mêmes pour tout le monde. Donc il y a eu quand même un vécu d'un certain manque de souplesse lié à la configuration même du programme, mais maintenant on arrive à dépasser ça, ça nous a pris un petit peu de temps, et à toujours travailler dans une forme, avec une recherche de design pour ces ateliers, pour que les parties prenantes y soient pleinement. Je donnerai juste un exemple d'une action qui a été, allez, peut-être d'une action pensée euh, euh, justement dans cette logique de convergence, c'est la création d'un poste de médiateur santé. C'est-à-dire qu'on a identifié qu'il y avait des besoins et en termes de mise en place d'actions de prévention générale, de développement du réseau des acteurs de la santé, d'une part, et des besoins d'accompagnement réel, physique, concret, pour monsieur ou madame, pour son enfant, vers des lieux de soins, vers l'accès à la santé. Et donc, on a fait un poste, un temps plein seulement, c'est déjà pas mal, on ne va pas s'en plaindre. Et donc, avec un cofinancement à moitié, enfin, en tout cas sur les fonds État, par la cité éducative et par le projet de réussite éducative. Et un autre exemple qui illustre la pertinence, me semble-t-il, de ces ateliers, c'est quand on les a fait, donc malheureusement c'était début mars 2020, donc après on a été un peu fauché dans notre élan, alors que ça s'était vraiment bien passé, c'était très prometteur. Mais des parents, par exemple, qui parlaient à peine français, qui disaient, ben voilà, pour travailler la prévention des écrans chez les jeunes enfants, il faut développer l'accès aux livres, par exemple, auprès des femmes enceintes, par exemple, dès le plus jeune âge. Et c'est de cette idée qu'on est parti pour projeter en novembre une action générale non pas qui va culpabiliser les parents qui laissent leurs enfants devant les écrans, mais qui va faire vraiment l'idée des alternatives aux écrans pour les jeunes enfants, comment on prévient avec cette énergie d'être sous force, en force de proposition. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les ressources du territoire, les professionnels extrêmement investis, les habitants avec plein de ressources, plein d'idées, et plutôt d'être dans une logique de faire en sorte que les dispositifs s'adaptent aux réalités de terrain. Ce que va effectivement la nouvelle municipalité a fait le choix de créer un service qui s'appelle donc Ville Apprenante, et dont la philosophie est de dire l'apprentissage tout au long de la vie pour tous est l'avenir de notre ville, et là qui va du coup aussi amener une vision et permettre aux uns et aux autres de se retrouver. Et la partie dispositif, qui est la partie professionnelle, institutionnelle, c'est à nous de l'adapter aux besoins des habitants et du territoire. Voilà un peu la manière dont nous avons vécu et nous vivons fort heureusement aujourd'hui la cité éducative à Trappes. D'accord, merci Monsieur Mamelouk. Je reviens peut-être sur Florence Lefebvre. Alors Monsieur Mamelouk disait que par rapport à la logique de concertation qu'il vient d'évoquer, ils avaient été stoppés dans leur élan en mars dernier suite à la crise sanitaire. Vous avez été stoppé dans votre élan il y a 10 minutes à peu près du fait du problème de réseau, mais vous étiez en train de nous expliquer que notamment vous aviez retravaillé sur les questions de classe et vous étiez en train d'aborder le sujet des plateformes de troisième.
Donc je vous laisse peut-être compléter votre propos. Oui, alors justement, sur les plateformes Mon Stage de troisième, la cité éducative nous permet justement d'approfondir ces sujets-là. Et on s'est aperçu qu'il y avait la plateforme de troisième nationale, la plateforme de troisième départementale. Et puis, dans le cadre du PRE, il y a plusieurs années, on avait déjà accompagné des jeunes pour la recherche de stage. Alors, ce qui fait qu'on met tout bout à bout, puisque la cité éducative, c'est un peu dans l'esprit de mettre un petit peu toutes les expériences, de les rassembler et justement de synthétiser pour arriver à quelque chose qui soit performant par la suite. Donc l'idée, c'est d'accompagner en amont le stage de troisième. Donc cette année, on a commencé avec la dotation des jeunes élèves de troisième avec une clé USB pour mettre leur rapport de stage, mais aussi passer un oral de rapport de stage. Là, on va continuer aussi à travailler la lettre de motivation, le CV, parce que même quand on est en troisième, il faut commencer à apprendre à faire les démarches. Donc là, c'est quelque chose de réfléchi déjà avec les établissements scolaires. Et l'orientation et la motivation scolaire, c'est un des objectifs de notre cité éducative. Donc, à travers plusieurs expériences, que ce soit mon stage du troisième ou la réussite éducative où on avait aidé des jeunes dans le cadre de leur parcours individualisé, là, on va mettre en place un projet qui est un peu plus abouti au niveau de la cité éducative. Là, c'est un exemple de travail en partenariat. Disons que depuis comme on travaille j'ai encore un problème de connexion, semble-t-il. Non, on vous entend bien. On vous Euh, entend bien. Bon, d'accord. Donc, en fait, je vous disais que c'était pour illustrer un exemple de partenariat bien établi depuis déjà plusieurs années avec les chefs d'établissement qui sont déjà là depuis un moment sur leur territoire. Parce que ça aussi, c'est important, le fait que des personnels de l'éducation nationale en REP ou en REP+, restent longtemps sur leurs établissements, ça veut dire aussi que le travail avance et que le territoire en QPV est bien appréhendé par les acteurs. Donc ça, c'est une chose très importante également. Après, ce que je voulais dire au niveau de la réussite éducative et de la cité éducative, nous, on a eu la chance d'être associés dès le départ. Alors, on a pu être associés dans le pilotage. Bon, après, c'est vrai que j'occupe les deux casquettes en tant que pilote de la cité éducative, mais je suis aussi encore sur la réussite éducative. Et ce qui fait qu'on a donné à cette cité éducative le caractère du volet individualisé de la cité éducative par l'intermédiaire du PRE, ce qui nous permettra justement de mesurer plus facilement l'impact qu'aura la cité éducative sur les enfants et les familles, puisque par le biais des parcours individualisés, on a le ressenti et l'évolution des familles. Certes, on va aussi s'appuyer avec l'éducation nationale sur toute la batterie d'indicateurs qui a été mise en place dans le cadre de la DEP, mais on aura au niveau de la politique de la ville, puisque la cité éducative est aussi un dispositif interministériel, on aura aussi l'aspect quantitatif qu'on recherche et l'aspect qualitatif qu'on établit depuis plusieurs années dans le cadre de la politique de la ville sur l'amélioration de la situation dans nos quartiers. Donc ça, c'est important de pouvoir mesurer l'impact en associant le PRE dans la cité éducative. C'est ce que je voulais dire en termes de pilotage. Ok, merci Madame Lefebvre. J'en viens à Madame Grancier. Donc Monsieur Mamlouk nous a expliqué tout à l'heure qu'il y avait une longue histoire, on va dire, sur le territoire de Trappes, avec au moins, on va dire, à partir de 2005, des dispositifs tels que la veille éducative, puis le PRE, qui avait aussi amené ce terreau et à la fois la complexité que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi cette prise de conscience des acteurs de la nécessité de mettre en cohérence l'ensemble des politiques publiques. Madame Lefebvre vient de nous expliquer notamment que l'appui du PRE avait été un élément important et un élément fondateur, on va dire, pour la cité éducative, avec, elle l'expliquait très bien, le fait d'avoir été pleinement associé, et que aujourd'hui le PRE finalement est rentré dans la logique de la cité éducative, et on voit bien là, la logique de démarche que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'idée que le PRE devienne un des volets, on va dire, d'action de la cité éducative. Alors vous avez deux expériences, Madame Grancier. Vous avez été, comme vous l'avez dit, délégué du préfet d'abord sur le territoire de Lille et notamment engagé sur la cité éducative de Lille. Et aujourd'hui, vous avez, depuis quelques mois, pris les fonctions de délégué du préfet sur Tourcoing, où là aussi vous suivez la cité éducative de Tourcoing.
Donc, de votre côté, par rapport à ces deux expériences, quelle réalité vous avez pu vivre en matière de recherche de meilleure cohérence, on va dire, entre ces dispositifs de la politique de la ville qui préexistaient sur ces territoires? Qu'est-ce que vous avez pu percevoir à la fois des contraintes qui s'exerçaient et de la manière dont les acteurs se saisissaient de ce sujet? Je vais forcément parler à la fois de Lille et de Tourcoing. Ce que je peux quand même dire et peut-être rappeler, c'est que quand on parle de complémentarité, de PRE, de programme de réussite éducative et de cité éducative, peut-être rappeler aussi que le PRE et la cité éducative n'interviennent pas forcément sur le même territoire. Puisque les cités éducatives interviennent sur des micro-secteurs ou des plus petits secteurs, mais en tout cas pas à la même échelle de tous les QPV concernés par le PRE. Donc déjà, ça fait sans doute aussi une différence qui va permettre une certaine complémentarité. Et il y en a une autre aussi, c'est celle qui est de l'âge, puisque le PRE va de 2 à 16 ans, alors que sur la cité éducative, on peut aller de 0 à 25 ans. Donc je pense que là, ça fait déjà une différence et ça permet d'être complémentaire. Je pense que très rapidement, en tout cas pour mes deux expériences, c'est qu'on sent vraiment une volonté forte des collectivités et de l'éducation nationale de faire en sorte que voilà, que tous les acteurs qui travaillent autour de l'enfant ou de l'adolescent ou du jeune qui veut se former, c'est qu'il y ait vraiment une cohérence entre toutes les actions qui sont menées et éviter justement qu'il y ait un espèce de millefeuille d'actions où on verrait plus ce qui existe ou ce qui n'existe pas et ça serait assez dommageable. Donc nous vraiment, ça nous a semblé assez très rapidement, on s'est dit que la cohérence entre PRE et cité éducative semblait évident. Euh, comment je pourrais vous expliquer ça également? C'est que il y a sans doute aussi un point fort et c'est là qu'il y a une articulation forte, c'est que la cité éducative permet d'être extrêmement réactif à mon sens et justement vous parliez tout à l'heure du fait d'être stoppé ou pas pour le Covid et les confinements. Nous ce qui s'est passé c'est que bien au contraire en fait la cité éducative nous a permis de nous rendre compte à quel point c'était un outil, un instrument qui nous permettait d'être réactifs puisque lors du premier confinement qui s'est passé en mars, très vite, en fait, on a dégagé une enveloppe de la cité éducative pour acheter des tablettes, doter les collégiens de ces dernières pour justement permettre cette continuité éducative, ce qui nous aurait pas été possible juste avec l'enveloppe PRE puisque on est sur une logique de programmation annuelle qui fait que ça aurait été un peu compliqué. Et là aussi, c'était extrêmement intéressant, c'est que il y a eu aussi cette complémentarité entre la cité éducative et aussi les décisions prises par la collectivité qui ont aussi doté d'autres établissements de ces tablettes. Donc on voit aussi qu'à un moment donné, la cité éducative, elle est sur un territoire propre, mais elle est aussi, c'est aussi expérimental. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant parce que la politique de la ville, ça reste de l'expérimentation. Et sans doute que trop souvent, les PRE sont dotés de programmations qui sont avec des actions qui sont menées depuis parfois trop longtemps. Et c'est pas toujours simple de faire évoluer les programmations, alors que la cité éducative, je pense qu'on est voilà, on peut essayer des choses, on peut tenter d'aller vers de nouveaux acteurs. Et justement, quand on voit que ça fonctionne et que ça fait ses preuves, ce qui est intéressant, c'est pouvoir raccrocher au PRE et pourquoi pas même voir ces actions menées sur du droit commun. Voilà. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors peut-être à ce stade-là de l'atelier, on est à une demi-heure. Je rappellerai peut-être ce qu'a expliqué Dienaba Ndoye tout à l'heure. Vous avez la possibilité pour ceux qui assistent à cette table ronde de poser également des questions à nos intervenants, à nos témoins. Donc n'hésitez pas à le faire sur le chat et Dienaba nous relaiera les questions que je pourrai ainsi
posées aux participants. Alors pour reprendre peut-être en attendant, là par rapport à ce que vous expliquiez, Madame Grancier, je pense que, alors vous me direz si je me trompe, mais je pense que la forme de mise en cohérence recherchée, notamment sur les deux projets que vous évoquez, elle est notamment financière et budgétaire, et c'est une façon, une approche de cette mise en cohérence. C'est-à-dire que il me semble que ce que vous explicitez, c'est la nécessité, dès lors que sur un territoire on a différentes politiques publiques qui s'appliquent, avec des moyens financiers, on va dire importants ou plus ou moins importants, en tout cas qui arrivent sur le territoire, la nécessité peut-être aussi de travailler à une mise en cohérence de ces moyens. Là où Monsieur Mamlouk nous expliquait peut-être une approche un peu différente, plus du point de vue du public, des bénéficiaires. Vous avez parlé, Monsieur Mamlouk, notamment des enjeux pour les publics que vous aviez quelque part. Je ne sais pas si le terme vous l'accepterez, mais de déconstruction finalement des politiques publiques telles qu'elles préexistaient, pour les mettre de côté, c'est ce que vous nous avez expliqué en tout cas, pour ensuite essayer de valider, on va dire, les enjeux réels pour les bénéficiaires et de reconstruire finalement, en ayant déconstruit l'ensemble des politiques publiques, les reconstruire pour essayer de les mettre en cohérence. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. J'espère que je ne trahis pas votre pensée. Pour aller peut-être encore aussi dans ces questions-là d'illustration de ces complémentarités, de ces cohérences, vous savez, alors avec mon collègue notamment Thierry Tesson, qui est coordonnateur national avec moi, on interroge souvent les acteurs sur la question des gouvernances. Toutes ces politiques publiques qui préexistaient, nous avons les REP, nous avons les classes, nous avons les programmes de réussite éducative, vous les avez pas mal abordés aujourd'hui, les cités éducatives, font appel à des structures de pilotage. On a des comités de pilotage, on a différentes instances comme ça qui pilotent les dispositifs. Est-ce que sur vos expériences, sur l'ensemble des 3 expériences, vous avez déjà, alors je n'ignore pas que ça fait qu'un an, hein, ça fait qu'un an que finalement la cité éducative est en place et qu'elle essaie de se trouver finalement sa place d'ensemblier des politiques publiques qui existent, qui préexistaient. Par rapport à vos expériences, est-ce que vous diriez que cet enjeu que souvent, pour notre part, sur lequel on questionne beaucoup les acteurs, de peut-être simplification de toutes les structures de gouvernance des dispositifs qui préexistaient, est-ce que c'est quelque chose que vous entrevoyez comme possible à moyen terme, et en tout cas dans le terme des 3 ans, on va dire, de la cité éducative, ou est-ce que ça vous semble peut-être pas le bon sujet ou assez peu facile pour d'y arriver? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus? Peut-être Monsieur Mamlouk pour commencer? Si vous voulez. Alors, moi, à titre personnel, oui, ça ferait vraiment sens d'avoir une forme de comité de pilotage à un moment rassemblé, justement parce que le comité de pilotage viendrait pas aborder les dispositifs, mais viendrait aborder ce qu'il se passe et vers où on met les moyens, vers où on concentre nos efforts, et un pilotage stratégique en fait, surtout. Bon, ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Il y a sans doute pas mal d'écueils. L'un des écueils, c'est que il y a déjà des décisions à prendre financières et que les décisions financières à prendre, elles se font à ce niveau de comité de pilotage et nécessitent de bien se parler à ce niveau-là. Et aujourd'hui, pour rester dans l'exemple de ce qu'on dit, c'est-à-dire sur la réussite éducative et la cité éducative, alors à Trade, on a la chance d'être sur un périmètre qui est le même, mais aujourd'hui nécessite quand même 2 temps bien distincts pour que chacun s'y retrouve bien. Et il me semble que ce serait heureux de dépasser ce frein, parce que ça serait aussi une manière peut-être même nécessaire pour que autour de la table du comité de pilotage, il puisse y avoir des habitants et qu'on puisse se parler sur un pilotage stratégique. Mais sans doute faut-il des étapes, et je réévoque la formation sur la gouvernance territoriale, hein, qui, alors, pour le coup, à point nommé par rapport à ce que vous dites, qui, me semble-t-il, permet déjà de savoir de quoi on parle, au fond. Vraiment, au fond, quel est le sujet, et d'aller creuser sur ce qui a été écrit, sur ce qui est dit, sur ce qui se fait ailleurs. Ça permet finalement de ne pas entrer par la partie technique. Parce que dès lors qu'on entre par la partie technique, d'après moi, déjà on démarre mal le sujet. Donc si on arrive à démarrer sur ce qui fait sujet, on est déjà peut-être mieux à même de penser ensuite le comment.
D'accord. Madame Lefebvre, je crois que vous aussi, sur Boulogne-sur-Mer, les territoires se confondent à peu près, hein. Il me semble que la cité éducative et le PRE, c'est le même territoire, on va dire. Alors, si on parle juste de ces dispositifs ou éventuellement avec d'autres dispositifs de la politique de la ville, est-ce que vous avez déjà essayé de simplifier, on va dire, les instances, parce qu'on sait aussi que les instances-là, généralement, font appel aux mêmes partenaires. Donc, ce sont des lieux et des espaces qui réunissent et qui concernent les mêmes acteurs. Est-ce que vous avez déjà tenté comme ça de réduire le nombre d'instances ou est-ce que c'est encore devant vous? Disons que pour nous, on a même une ville moyenne, donc je pense qu'on a les mêmes partenaires, comme vous l'avez dit autour de la table, au niveau des cités éducatives et au niveau de la réussite éducative. Là, on a commencé à faire nos galops d'essai sur la cité éducative avec la revue de projet de décembre. Et la revue de projet a duré plus de 3 heures. Les partenaires qui étaient autour de la table étaient très intéressés, avaient vraiment envie de parler des sujets comme la parentalité, la motivation scolaire, l'accès à la culture et tout ça. Ce qui fait que le maire, ayant assisté à la revue de projet, nous a donné la possibilité de mettre en place 2 comités de pilotage de la cité éducative. Alors, certes, on aura la revue de projet là qui est un incompressible de la cité éducative, mais après, on va mettre en place, là c'est encore on y travaille parce que on sait aussi que chacun aime bien son précaré. Donc, chacun aime bien avoir la main sur son comité de pilotage du classe, sur le comité de pilotage du PRE, sur les actions politiques de la ville. Mais l'idée, c'est de vraiment travailler en concertation pour perdre le moins de temps possible parce qu'on va retrouver à chaque fois les mêmes acteurs autour de la table. L'idée, c'est de faire 2 comités de pilotage de l'éducation, de la cité éducative au sens large, mais pour cela, il faut encore que les mentalités soient travaillées à ce niveau-là. Donc, l'idée est bien là, et au niveau de la réussite éducative, comme on a affaire aussi aux mêmes partenaires, je pense que ça va s'enclencher automatiquement. Après, on va travailler à un niveau peut-être intermédiaire, parce que nous réunissons des comités techniques de la cité éducative, où là, nous les réunissons de manière thématique. En utilisant ces comités thématiques, je pense que d'ici 2 ans, on arrivera peut-être à faire évoluer les mentalités, puisque dans ces comités thématiques, on va parler de la parentalité, on va associer la CAF, à un moment, on va travailler avec le collège, le département et la région. Et là, on va pouvoir peut-être progressivement mettre tout le monde autour de la table et convaincre les partenaires que le millefeuille, il va falloir le stopper et avoir aussi une seule et unique unité de décision qui se retrouve au sein de la cité éducative. Alors après, comme disait Monsieur Mamlouk, il y a toujours des enjeux financiers et c'est vrai que c'est le fait de faire un seul comité de pilotage, il y a peut-être cette crainte de perdre des budgets à droite et à gauche. D'accord. Voilà. Madame Grancier, alors par rapport aux expériences, alors je sais en préparant cet atelier, vous aviez évoqué notamment des logiques de mise en cohérence des programmations, des choses comme ça. Est-ce que sur les 2 territoires sur lesquels vous intervenez, est-ce que vous percevez ou est-ce que déjà est à l'œuvre, c'est comme ça, une certaine recherche de simplification, on va dire, dans les instances de gouvernance, comme l'explique Madame Lefebvre. C'est vrai que il y a des effets, on le sait, hein, on n'ignore pas de concurrence aussi entre voilà les acteurs par rapport à l'entrée financière notamment. Est-ce que vous percevez que c'est quelque chose que la cité éducative pourrait amener comme simplification ou est-ce que ça paraît encore prématuré sur les territoires sur lesquels vous intervenez? J'ai envie de répondre un peu les deux. Évidemment que ça faciliterait les choses de d'unifier, enfin de faire en sorte qu'il y ait plus qu'un comité de pilotage. Après, il y a des choses qui sont assez différentes aussi, c'est que si on prend une cité éducative qui est portée par une caisse des écoles qui elle-même s'occupe du PRE, forcément ça facilite les choses et donc on est plus proche de ce dont vous parlez. Après, il y a un autre élément quand même, c'est que on se rend quand même compte que rien que, enfin voilà,
la cité éducative est pilotée par une troïka, rien que déjà de se faire confiance, d'apprendre à travailler ensemble, parce qu'on est quand même de cultures professionnelles différentes. Déjà, ça, c'était un travail qui n'était pas toujours simple, mais qui rend l'aventure formidable au bout. Mais déjà, ça, c'est un vrai travail. Donc, je pense qu'il faudrait encore du temps pour qu'on réussisse à mettre en place ce comité un peu unique dont vous parlez. Mais par contre, il y a sans doute une belle entrée dont Monsieur Mamelouk a fait un peu référence. C'est aussi la présence des habitants. Sur la cité éducative de Lille, ce qui était vraiment intéressant, c'est que dès la construction, donc vraiment avant même de rentrer dans une programmation ou autre, on a fait des ateliers, on a mis en place des ateliers avec des parents d'élèves, et vraiment donc des ateliers physiques où on s'était calé sur des thématiques, et en fait on demandait aux parents, selon vous, qu'est-ce qui manque sur le territoire, qu'est-ce qu'on n'a pas mis en place, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le programme de réussite éducative qu'on pourrait essayer sur cette cité. Et on a fait la même chose avec les acteurs, donc les professionnels, les associations ou autres. Et c'était vraiment extrêmement intéressant. Et ce qui était vraiment chouette aussi, c'est de pouvoir associer aussi le conseil municipal des enfants. Et je pense avant tout que la cité éducative, elle peut permettre qu'il y ait moins ce côté descendant, et de faire en sorte que ça réponde plus aux attentes des habitants. Et ça, en tout cas, moi, je trouve que si on parlait d'un comité technique un peu plus unique, il faudrait vraiment mettre les parents, les enfants dans la boucle. D'accord. Alors, on commence à avoir quelques questions. Là, j'en ai deux sur. Alors, d'abord, une sur la question des formations. On nous demande si vous avez mis comme ça pour essayer de faire du commun, pour trouver des convergences entre les acteurs. Est-ce que vous avez déjà mis dans le cadre de la cité éducative des formations interacteurs, enfin pluriacteurs, pluriprofessionnels en place? Et la deuxième question, peut-être tout de suite également. C'est comment vous mobilisez. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Troïka, on parle beaucoup du partenaire éducation nationale. Peut-être qu'on a tendance à mettre un peu de côté d'autres acteurs qui sont tout aussi importants. Alors, je pense notamment aux associations, mais la question qui nous est posée, c'est par rapport aux services municipaux. Comment vous associez? Est-ce qu'ils le sont? Et comment, dans le processus de concertation et de mise en cohérence des politiques publiques préexistantes, et notamment celles qu'ils pilotent eux-mêmes, comment vous associez les services municipaux? Je pense notamment, vous savez, au service de la jeunesse, au service enfance, au service éducation des villes ou au service des sports. Est-ce que qui veut répondre à l'une ou l'autre de ces questions? Peut-être Monsieur Mamlouk, vous voulez commencer? Oui, alors déjà sur la question, la première sur la formation interacteur, on a récemment mis en place une formation qui pourrait intéresser d'ailleurs la réussite éducative, mais on l'a mis en place dans le cadre d'un atelier sur la transition petite enfance-enfance, sur les enjeux du partage de l'information, du secret professionnel, pour répondre à un besoin de mieux accompagner les enfants qui vont entrer à l'école et pour lesquels les équipes qui les accueillent dans les structures de la petite enfance ou qui sont accueillis au domicile, pour qu'ils puissent démarrer au mieux leur scolarité sans être stigmatisés, mais qu'il y ait cet accompagnement. Donc on a mis déjà une formation avec la PMI, avec l'éducation nationale et les services de la ville sur la question du secret, du partage de l'information, du secret professionnel. Et sur la deuxième question, elle me surprend un petit peu parce que moi, je peux pas imaginer que les services municipaux soient complètement partie prenante. Je m'attendais à ce que vous disiez que vous pensiez à l'acteur du conseil départemental, que l'on souhaite nous associer et même intégrer à la Troïka, qui serait plus une Troïka, mais qui pour moi devrait avoir pleinement sa place au regard de ses compétences. Voilà, mais les services municipaux sont évidemment pleinement partie prenante à toutes les étapes, puisqu'on ne peut rien construire sans eux qui sont au quotidien en lien avec les publics. Et je Et rejoins vous ce que diriez que disait Grand-Cyr sur la participation des enfants aussi, qui est aussi absolument déterminante aux différentes étapes.
Hmm. Sur cette question des services municipaux, je pense que la question, plus que de savoir s'ils étaient associés, je pense que la personne qui pose la question, bien évidemment, imagine bien que c'est qu'ils sont associés, mais en gros, je pense que, alors, ou c'est peut-être pas sa pensée, mais en tout cas, c'est la question que qui me vient, c'est que finalement, est-ce que au travers de la concertation et du travail sur la cité éducative, est-ce que les services municipaux en viennent à faire évoluer leur approche et leur politique publique? Ou est-ce qu'ils sont vus, selon vous, alors je parle pas forcément à Trappes, hein, on peut parler aussi comme ça d'un point de vue idéal, est-ce qu'ils sont vus juste comme étant finalement un des contributeurs aux politiques éducatives et c'est à ce titre-là qu'ils seraient associés à la cité éducative? Vous voyez, il y a deux façons de Oui, voir. ouais. Est-ce que notamment, alors je vous laisse répondre, Monsieur Mamouk, et je crois que sinon il y avait également Madame Grancier qui voudra réagir. Allez-y. En, en deux mots, hein, rapidement, simplement pour dire que la manière dont on a travaillé, comme je vous le disais, ça s'est construit sur la base des actions réellement mises en place par les uns et par les autres, et que effectivement dans ce process, forcément, les services municipaux ont eu des feedbacks, des retours par rapport à leur action, et ont été amenés à les faire évoluer parce qu'elles ont été mises au regard des enjeux de service public. Donc oui, à ce titre-là, complètement. D'accord. Madame Grancier, vous vouliez nous donner quelques éléments également sur ces deux sujets, formation et association pleine et entière, on va dire, de l'ensemble des parties prenantes de la politique éducative? Ouais, moi, sur le fait de parler des autres services municipaux, par exemple, je pense que pour bon nombre d'entre eux, ils ont été embarqués pleinement dans cette aventure. Si je prends l'exemple, par exemple, de la culture, du service culture, quand on construit ou on imagine une cité éducative avec un volet culturel plus ou moins fort, en tout cas faire en sorte que tous les enfants accèdent à la culture quelle qu'elle soit et qu'on souhaite travailler avec les maisons Folies ou autres, et bien évidemment que le service culture était présent et on faisait des réunions avec eux, leur demandant ce qui était possible, pas possible, comment on pouvait construire ensemble. Donc c'est assez naturel. En tout cas, j'espère que ça l'est dans bon nombre de cités éducatives. Et pour ce qui est des formations interacteurs, moi je pense plutôt, alors comme ça, ce qui me vient plutôt en tête, c'est des formations plutôt parents et parfois professeurs. Faire en sorte que ces deux univers, en tout cas, on sait que parfois c'est difficile pour les parents de rentrer dans l'école et que en tout cas il y a tout ce qu'il y a à faire et la cité éducative est là pour ça. Voilà, parfois il peut y avoir des formations, donc on parlait des ateliers philo par exemple à destination des enfants via l'association Sève ou autre d'ailleurs, mais ce qu'on avait imaginé aussi nous, c'est qu'à un moment donné, sur certains de ces ateliers, il y ait aussi les parents de ces enfants et aussi certains professeurs pour aussi qu'ils puissent échanger et quelque part partager ou sur une thématique. En l'occurrence, là, c'était la philo chez les petits, mais c'est aussi important, c'est qu'il y ait ces deux mondes qui se croisent. Hmm, d'accord. Alors, on nous interroge aussi également, alors le sujet de la table ronde, c'était alors, par rapport à cette promesse que fait la cité éducative de mettre en cohérence et en synergie l'ensemble des politiques publiques à l'échelle du territoire de la cité éducative, qu'elle relève, on va dire, de la politique de la ville, mais aussi de l'éducation nationale, mais aussi du conseil départemental, et enfin des autres institutions. Là, on s'est beaucoup arrêté sur les questions des dispositifs de la politique de la ville, parce qu'il nous semblait, quand on a proposé cette table ronde, que c'était déjà le minimum qu'il fallait essayer d'assurer, même si on sait que l'ambition, elle peut être plus globale. On nous interroge également sur, est-ce que vous avez, vous, l'expérience de tentatives de cohérence comme ça entre ce que propose la cité éducative en matière de globalisation des politiques publiques, d'approche globale des politiques publiques, et les conventions territoriales globales qui sont signées avec les CNAF. Est-ce que aujourd'hui, vous diriez que ce sont des dynamiques, des outils, des démarches qui sont indépendantes les unes des autres, ou est-ce que chacun d'entre vous, pour ce qui vous concerne, vous avez déjà perçu, ou en tout cas dans vos travaux, ces questions de convergence aussi avec ces politiques contractuelles qui préexistent ou qui existent, vous avez des expériences à nous raconter. Alors, si aucun n'en a l'expérience, faut pas hésiter à me le Bah, dire et puis
Juste sur Trappes, c'est dans les tuyaux, je pourrais dire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail en amont au moment du PEDT et de la mise en place de la CTG. Donc après, le travail avait été fait sur le fond et la convention a été signée. Ça mériterait d'être peut-être à un moment réactualisé, mais dans l'esprit, oui, c'est ce qu'on va rechercher au maximum. Et c'est vrai que intégrer de nombreux paramètres qui ne sont pas au départ pensés pour pouvoir être reliés. C'est pas comme ça qu'ils ont été conçus. Donc forcément, Mhm. ça nous fait nous heurter à forcément à cette ergonomie qui n'est pas là. Gageons que la cité éducative aussi amène les concepteurs des dispositifs à les réfléchir d'emblée comme et vivant dans un écosystème et n'étant pas comme amené à devenir le précaré d'un tel ou un tel, comme le disait Mme Lefebvre, parce que là, on est à l'inverse de penser l'action publique du point de vue de ceux vers qui elle est destinée. Mhm. Mhm. Tout à fait. Et est-ce que vous pensez, alors l'un et l'autre, par rapport à ce que vient de dire Monsieur Mamelouk, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, alors on parle des cités éducatives comme si c'était une démarche qui était préexistante de plusieurs années. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas nouvelle, elle arrive à la suite de d'autres politiques publiques, des tentatives sur les PEDT, les projets éducatifs locaux. Enfin, il y a des histoires des politiques éducatives territoriales bien plus anciennes. Mais est-ce que vous pensez que la cité éducative, en tout cas, est-ce que vous percevez qu'elle porte les germes comme ça d'un certain succès en matière de cette recherche de cohérence? C'est-à-dire qu'un peu comme l'évoquait Monsieur Mamelouk, il existe encore voilà, des dispositifs qui sont aussi conçus et proposés par d'autres entités. On a bien de parler de la CAF, mais on aurait pu parler des conseils départementaux, des conseils régionaux. Non. Est-ce que vous pensez que la cité éducative, elle offre le terreau favorable pour parvenir à une certaine convergence, en tout cas d'un plus grand nombre de politiques publiques, ou est-ce que ça vous semble peut-être pas assez peu réaliste pour la suite? Alors je vous demande, c'est un parti pris hein, là, et évidemment ça ne vous engage pas, et on en rediscutera peut-être dans 2 ans, on verra le bilan des cités éducatives et peut-être qu'on verra que certains territoires sont plus ou moins avancés et sont arrivés à des niveaux d'intégration des politiques publiques qui sont très élevés et d'autres moins. Et qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Alors, Florence, parce qu'en fait, on ne se voit Alors pas moi, toujours, donc c'est compliqué. Mais ouais, Florence. non, je vois pas du tout. Alors moi, je voudrais dire que en fait, ce concept de cité éducative, moi, quand je l'ai présenté à mes collègues des services municipaux, bon, c'était assez simple dans la démarche de présenter la cité éducative, mais de leur faire comprendre qu'en fait, dans leurs actions, ils étaient déjà dans la démarche. En fait, ils faisaient de la cité éducative sans le savoir. Alors, nous avons à nouveau perdu Florence Lefebvre. Madame Grancier, vous vouliez réagir également? j'allais dire un peu la même chose que sans doute que oui, en fait, bon nombre de partenaires et d'acteurs en fait étaient déjà intégrés d'une quelque manière dans une espèce de cité éducative. La grosse différence c'est qu'ils travaillaient pas forcément ensemble et aussi parfois aussi pas sur des mêmes tranches d'âge. Et l'important de la cité éducative, c'est fait qu'il y ait cette continuité de 0 à 25 ans. Et donc je crois que notre rôle aussi sur cette cité éducative, c'est de réussir à faire du lien et du lien entre déjà l'existant et de faire les gens faire en sorte que les gens travaillent ensemble, mais aussi justement d'être voilà comme on disait un terreau fertile pour aussi de nouvelles choses et d'innover. Mais je suis assez convaincue, mais on verra plus tard. Mais moi, je pense en tout cas que la cité éducative, c'est un dispositif idéal en tout cas pour essayer d'arriver à ça. Entendu. Est-ce que nous avons récupéré Florence Lefebvre ou est-ce que j'enchaîne par une autre question? Je Oui, suis là. Florence, allez-y. Et puis Monsieur Alors, Mamelouk ensuite, j'ai vu qu'il avait levé la main. Allez-y. bon, en fait, je ne sais pas quand s'est arrêtée ma connexion. Donc, ce que je Oh disais, non, c'est que localement, c'était assez vite. ouais.
Localement, en fait, quand on a présenté le dispositif de réussite éducative de cité éducative à l'ensemble des acteurs municipaux et plus largement associatifs, en fait, la démarche était de leur faire comprendre ce qu'ils faisaient déjà, c'était dans l'esprit de la cité éducative. Mais en fait, après, il faut leur dire que maintenant, leurs actions rentrent dans un cadre qui s'appelle cité éducative. En fait, ils faisaient de la cité éducative sans savoir qu'ils en faisaient, pour simplifier les choses. Ok. Monsieur Mamlouk, vous vouliez réagir également. Oui, alors sur Trappes, comme je vous le disais, donc la philosophie de la cité éducative était déjà en place au moment avec le PEDT. Donc quelque part, il suffisait de dire, bah, c'est comme le PEDT, donc c'est le même esprit. Donc ça, c'était relativement lisible pour les acteurs, relativement, hein, parce que ça commençait l'être un petit peu surtout pour les professionnels les plus impliqués, plutôt dans les directions. Pour les publics, je n'irai pas jusque-là. J'aurais tendance à poser la question plutôt en disant, plutôt que est-ce que la cité éducative peut arriver à ça, c'est à quelles conditions elle peut arriver. Et on a dans les freins possibles, en tout cas que nous on a rencontré et que d'autres ont rencontré quand il y a eu des échanges avec d'autres cités éducatives, c'est les freins qui sont pour le coup un peu impondérables, qui sont les freins nationaux, notamment en termes de calendrier, parce que plus c'est standardisé au niveau national, et plus c'est contraignant au niveau local. Donc c'est un peu peut-être un dilemme. Mais la donne n'est pas simple. Donc potentiellement oui. Maintenant, la différence qu'on a vécue à Trappes avec le PEDT, c'est que le PEDT, quelque part, on était la ville pilote, donc c'était seul pilote, donc avec peut-être certaines limites en étant seul pilote, mais aussi des avantages en termes de souplesse et d'adaptabilité qu'on a un peu perdu avec la cité éducative. Donc il faut trouver la bonne mesure, le bon degré. Vous abordez là un sujet qui pourrait être le sujet d'une prochaine table ronde, peut-être l'année prochaine, au prochain printemps des cités. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le soulignez, finalement, une des innovations de la cité éducative par rapport aux démarches préexistantes telles que le PEDT, c'est ce que vous indiquez notamment sur la Troïka. C'est-à-dire que, alors, non pas que l'éducation nationale n'était pas partenaire des PEDT, bien évidemment elle l'était, mais comme vous le soulignez, le pilotage, l'impulsion était assuré dans les politiques on va dire, éducative préexistante, souvent par un acteur et généralement par la collectivité. Là, on est face à une démarche qui entend dès le départ partager le leadership, si je peux me permettre de prendre ce terme, par trois entités. Et donc, il sera peut-être intéressant dans quelques mois, dans un an, au prochain rendez-vous annuel, de voir si ça a pu faire germer des coopérations ou des cohérences. On a évoqué beaucoup cet après-midi le sujet des convergences des politiques publiques de la ville, parce qu'il nous semblait, nous, important qu'à minima, et qu'initialement, il y ait au moins cette recherche-là de convergence, de cohérence entre les politiques publiques qu'initie le ministère de la Ville. Mais on voit bien que le sujet qui nous attend et qui est sans doute celui sur lequel vous travaillez au quotidien, c'est le sujet des convergences et des cohérences avec les autres politiques publiques qui sont développées à la fois par d'autres ministères et évidemment, au premier rang desquels, l'éducation nationale, avec des problématiques qui ont pu être évoquées tout à l'heure par Madame Grancier, à la fois de territorialisation un peu différente, d'acteurs qui n'ont pas les mêmes cultures. Donc on rejoint aussi les sujets que vous évoquiez, Monsieur Mamlou, me semble-t-il, l'enjeu, l'impératif de formation, d'information interprofessionnelle, très intéressant également ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la formation aux enjeux de la gouvernance territoriale, parce que je pense que ça ne va pas de soi et ce n'est pas forcément dans l'ADN de tous les acteurs et de tous les professionnels. Donc c'est très important, à mon sens, de pouvoir également y réfléchir. On va bientôt clôturer cette table ronde. Est-ce que les uns et les autres, Madame Lefebvre, Madame Grancier ou Monsieur Mamlou, vous auriez un mot pour conclure avant de se quitter? Alors c'était assez court, pardonnez-nous pour ceux qui n'ont pas pour lesquels j'ai pas pu reprendre leurs questions, mais on aura d'autres rendez-vous. Est-ce que Madame Lefebvre, Madame Grancier, pardon, ou Monsieur Mamlou, vous aviez un mot de conclusion? Je me lancerai Moi, je tout dirais simplement que... Allez-y, Alors, c'est de je ma vous en faute, prie. c'est de ma faute. J'ai Oui, ouvert trop oui.
Ouais. C'est de ma faute. Alors, Madame Lefebvre. Alors moi, je dirais que, en fait, au niveau de ce qui est important au niveau du territoire, là, on est sur une expérimentation des cités éducatives, c'est vraiment qu'il y ait une concertation. Alors, sur la cité éducative, et après son devenir, son avenir, là, on sera sur 200 cités éducatives, peut-être une généralisation dans plusieurs années, on ne sait pas. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Mais en fait, moi, ce qui me semble important, c'est que localement, il faut vraiment une démarche concertée en matière d'éducation sur le territoire pour qu'on puisse prendre en compte les difficultés des enfants des quartiers qui sont en QPV, des enfants qui habitent ces quartiers-là, et qui, justement, grâce à la cité éducative ou des dispositifs concertés, puissent avoir un avenir meilleur. Je pense que vraiment travailler sur cette concertation et ce volet d'individualisation des projets me semble une question fondamentale. Madame Grancier? Moi, j'allais dire que je pense que c'est un formidable outil pour, enfin, en tout cas un véritable outil pour œuvrer pour l'égalité des chances, qui on sait commence très jeune, en tout cas chez des tout petits, c'est quelque chose d'important et ça passe forcément par l'école et aussi tous les professionnels qui entourent les petits, que ce soit les associations, les clubs sportifs. Et voilà, et je pense que il faut surtout pas que ça perde ce côté, son adaptabilité ou cette innovation qui est propre à la politique de la ville. Et je crois qu'avant tout, il faut toujours faire en sorte qu'il y ait une articulation entre tous les dispositifs et jamais perdre de vue que co-construire, y compris avec les habitants et les enfants, là en l'occurrence, c'est un facteur de réussite. Entendu. Monsieur Mamlouk? Dans ce Alors, sens-là, hein, inviter vraiment à être très très à l'écoute des parents, des enfants, des jeunes, et de regarder le reste de nos boutiques, de nos fonctionnements, à l'aune de ce qui s'est exprimé par les publics et par tout ce que les professionnels réalisent au quotidien et auprès d'eux sur le terrain. merci. Alors, pour ma part, peut-être également, moi, j'ai retenu plein de choses, bien évidemment, mais je voudrais en citer deux qui me semblent être les chemins à utiliser, on va dire, pour essayer de tenter d'aller vers plus de cohérence, plus de convergence sur les politiques les politiques éducatives, les politiques de la ville, les différentes politiques publiques sur le territoire. D'abord, la nécessité d'inventorier l'existant. Il faut d'abord savoir ce qui se passe parce qu'il y a tellement de choses que finalement, nous-mêmes, on en vient à ne plus toujours savoir ce qui existe sur le territoire. Et puis finalement, une fois qu'on l'a inventorié, reprendre un peu ce que disait Monsieur Mamlouk tout à l'heure, le mettre de côté pour s'autoriser de le déconstruire et de le reconstruire en fonction des besoins des bénéficiaires. Voilà, ça me semble être un des chemins, en tout cas une voie possible pour essayer de tenter cette mise en cohérence des politiques publiques qu'entend faire la démarche des cités éducatives. Il me reste à vous remercier, Madame Lefebvre, Monsieur Mamlouk, Madame Grancier, d'avoir accepté de participer et de témoigner de votre expérience sur cette table ronde. On est à la première journée, donc il va nous rester encore plusieurs événements. Je crois que demain, il y a notamment des tables rondes pour donner des idées sur la boîte à outils, les boîtes à outils des cités éducatives et sur les évaluations. Donc rendez-vous demain pour d'autres rendez-vous sur ce printemps des cités. Merci à Dienaba de nous avoir aidés et de m'avoir accompagné dans les questions. C'était un peu complexe et la difficulté était aussi du fait qu'on ne se voyait pas et qu'on ne vous voyait pas. Donc c'est assez perturbant, mais j'espère que vous avez en tout cas que ça a alimenté vos réflexions et j'imagine en tout cas que ça a fait écho à la plupart d'entre vous sur ce que vous vivez au quotidien dans les cités éducatives. À très bientôt et bon après-midi. Merci. Merci.